Tout de suite, Magazine. Vous êtes nombreux à nous suivre, madame, messieurs. Bienvenue à tous sur Congo 26 Télévision, la télévision de l'unité nationale. Vous le savez certainement, la situation sécuritaire reste précaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Le Parlement européen a suspendu son accord avec le Rwanda sur le minerai stratégique en vue de son soutien avec le groupe rebelle du M23. Nous parlerons de ces sujets tout au long de cette édition de votre magazine. Situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Entre dialogue, diplomatie et la guerre, quelle voie choisir pour la paix en RDC? Bienvenue à tous encore une fois. Ce soir, je ne serai pas seul. Je reçois pour vous Maître Oscar Moubiaï. Il est coordonnateur de l'ONG État de droit en marche. Bienvenue, Maître Oscar. Merci, monsieur le journaliste, de votre invitation. C'est une obligation pour nous et en même temps un plaisir d'être devant vous. Alors, vous nous faites cet honneur, vous êtes un habitué de ce plateau. Comme je l'ai dit dans l'entame, j'y arriverai. La situation sécuritaire dans l'Est de la RDC reste précaire. Vous le savez certainement. Alors, j'aimerais qu'on puisse réfléchir tout de suite en mettant le pied dans le plat sur la situation actuelle dans l'Est de la RDC. Alors, les évêques catholiques ont amorcé une idée sur le dialogue parce qu'ils estiment que 2025, c'est une année de la paix. On va tout de suite entrer dans le fond de notre sujet. Et ils ont rencontré le chef de l'État, ils ont rencontré Dély Sanga, ils ont rencontré Martin Fayulu. Hier, ils étaient à Goma pour rencontrer Corneille Nangaa et sa bande de rebelles. Quelle est votre lecture par rapport à cette situation? Mais écoutez, la lecture est que c'est triste pour notre pays que sur 30 ans, nous ne soyons pas vigilants pour comprendre et dire stop aux politiciens en soutane ou alors ceux en veste qui n'ont pas compris que l'accès au pouvoir ne se fait plus par les armes, mais dans l'urne. Voilà, donc ça c'est la première cause de la guerre qui nous est faite injustement. Et deuxième cause, ou inversement, la première cause c'est nos richesses que convoite l'ennemi, à l'espèce l'État belliqueux rwandais. Et pour se servir de béquilles et venir à visage masqué au Congo, utilise les politiciens en veste et en soutane pour finalement dire qu'au final, il faut le dialogue. Ce n'est pas une recette nouvelle. Mais malheureusement, c'est bien triste. Maintenant, quand on dit qu'il faut le dialogue, on va dialoguer, c'est parler, pour trouver un compromis. Soyons directement simples et clairs, parce que ici, je constate et je le déplore depuis que je suis revenu au Congo. Vous savez que depuis que je suis là, je déplore et je constate avec regret que finalement, on aime un peu des choses savantes au Congo qui peuvent être dites simplement. Quand on parle de dialogue, traduisons ça dans les termes simples. C'est trouver des compromis. C'est ça le but du dialogue. Bon, très bien. Soyons trop clairs directement. Ouais. Le gouvernement congolais va mettre quoi sur la table? Retirez-vous de notre territoire. Pour les Rwandais, pour les M23 et leurs consorts, les rebelles. Ça serait quoi? Brassage, mixage et finalement retour de rebelles dans l'armée gouvernementale et retour de leurs dirigeants dans l'ombre, donc les cerveaux au pouvoir, et donc gouvernement de l'Union nationale. C'est une recette connue.
Très bien. C'est ça la contrepartie d'autant de morts. Je ne pense pas qu'ils aient leur conscience tranquille, les gens que vous m'avez cités. Pour arriver à accéder au pouvoir, on n'a pas besoin du sang des Congolais. On n'a pas besoin de se servir de son égoïsme, de son ventre, parce qu'on pense qu'être au pouvoir, c'est s'enrichir, malheureusement, en Afrique. Alors, le problème, c'est qu'il faudrait aujourd'hui expliquer à tous ces Congolais qui nous suivent, qu'est-ce que vous, particulièrement, vous reprochez à cette démarche puisque l'Église catholique, l'ECC, prône l'année 2025, comme je l'ai dit dans mon entame, comme une année de paix. C'est ça leur prophétie. L'ECC, l'Église catholique, la Sanko, mène une démarche de paix. En écoutant Corneille Nangaa, en écoutant les différentes forces politiques en vie en RDC, la société civile, qu'est-ce que vous reprochez à cette démarche, de manière particulière? Mais j'étais clair avec vous, la démarche, elle est suicidaire. C'est une démarche de cela, pour les Congolais et Congolaises, c'est qui sont avec les rebelles ou qui sont les relais des rebelles. Parce qu'il ne faut pas oublier que les rebelles font les lits des politiciens qui sont dans ce que l'on appelle opposition gouvernementale. En réalité, ces gens-là acclament, ils sont contents qu'il y ait la guerre. Et quand il y a la guerre, ils vont dire dialoguons. Bon, très bien. Maintenant, ces politiciens en soutane et en veste, comme on les appelle, mais que moi j'appelais hier des sorciers. La question est, vous me demandez, ben, qu'est-ce que vous faites allusion à l'Église lorsque vous parlez des politiciens en soutane? Ben, écoutez, tout le monde qui se défile en soutane et qui vient montrer qu'en confondant, ce n'est pas question d'aimer Tshisekedi, ou ce n'est pas question de dire que on est opposant. Non, ça, il n'y a plus d'opposition. Il n'y a plus de question d'amour ou de ne pas, ou de la haine de Tshisekedi. C'est la question du pays. Et quand on est face à sa patrie, la patrie prime sur le tout. Alors, donc, nous défendons aujourd'hui la patrie, et ceux qui ne défendent pas la patrie choisissent les camps des Rwandais. Parce que c'est le Rwanda qui nous fait la guerre. Ces marionnettes des Rwandais qui vont être ici, soi-disant qu'ils sont au gouvernement, ça n'empêchera pas que le Rwanda ne fasse la guerre à partir du moment qu'ils vont commencer à appliquer la politique nationale. Alors, conformément au cahier de charge des églises, il n'est pas question d'organiser un dialogue pour se partager de postes. Mais l'essentiel est de pouvoir rétablir la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Oui, je vais finir. Alors, c'est même la raison de notre thématique aujourd'hui, dialogue, diplomatie ou guerre. Parmi ces trois options, vous êtes un expert, vous êtes juriste. Quelle est la plus plausible aujourd'hui? Bien que l'on sait que le Parlement européen a suspendu sa coopération avec le Rwanda sur le minerai stratégique. Bon, dialogue. Diplomatie ou la guerre. Quelle est l'option à lever? L'option à lever, ce n'est ni la guerre, ni le dialogue. N'est-ce pas? Nous restons avec case diplomatique. Pour que, quand on parle de diplomatie, on va au plan continental africain et au plan international, ce que vous appelez les Occidentaux. Combiné, la pression doit être sur un État qu'on va considérer d'État voyou, parce que les États voyous envahissent les autres États, en violation de tout ce que l'on considère comme droit international, ça veut dire en dehors de toutes règles. Les États normaux ne se font plus de guerre. Nous avons un voisin belliqueux qui a décidé de faire de notre pays le réservoir
de sa richesse, parce que vous savez qu'aujourd'hui, on va vous dire que vous venez de me parler de l'Union européenne qui vient de suspendre l'accord qu'il avait avec le Rwanda sur est-ce que c'était réfléchi. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a un bon sens simple et finalement il y a des valeurs que prône l'Occident. Parce que quand vous parlez de l'Occident, on parle des pays de haute civilisation. C'est comme ça qu'ils s'appellent. Oui. Les pays de valeurs. Et les valeurs premières, c'est de dire qu'on est contre la tuerie, donc les droits de la vie, les droits à la vie, les droits humains. Mais avec la guerre, il y a violation totale de tout ce que l'on peut considérer comme la dimension humaine. C'est la barbarie qui défie la conscience humaine. Est-ce que l'Union européenne a aujourd'hui la conscience tranquille alors que ce sont des pays qui ont connu l'horreur de la guerre et qui ont dit plus jamais la guerre? Est-ce qu'ils ont conscience tranquille de voir sous leurs yeux un pays qui est en train de violer impunément toutes les règles du droit international et les droits de l'homme chers à l'Occident? La réponse est non. Sur quelle base de bon sens simple l'on pouvait considérer que l'Union européenne signe un accord avec les Rwandais sur les minéraux alors que dans les sous-sols rwandais, il n'y a pas ces minéraux-là? Alors là, vous faites un rétropédalage. Il faudrait peut-être aujourd'hui évoluer par rapport aux éléments sur table. Il est vrai qu'aujourd'hui, au-delà de ces résolutions qui ont été votées, il faudrait que la pratique suive après, notamment par rapport aux sanctions. Mais le président rwandais, Paul Kagame, a livré une interview chez le confrère de Jeune Afrique où il a clairement dit qu'entre les sanctions et préserver les intérêts de son peuple, il préfère préserver les intérêts de son peuple. Alors, par rapport à cette prise de position aujourd'hui, quelle est votre analyse? Kagame s'entête. Kagame a été un enfant gâté, bercé par les Occidentaux, à qui il a fait croire qu'il y avait eu génocide. Et donc, à partir du moment que les Occidentaux ont été face à l'horreur du génocide, ils ont considéré que les Tutsis étaient une population à protéger. Première chose. Deuxième chose, on a estimé que le Kagame était mieux placé pour contrer les terrorismes et être un gendarme de l'Afrique. Beaucoup de pays en conflit, vous avez Centrafrique, vous avez d'autres pays. Quand on vous dit on va faire la paix dans ces pays-là, on envoie les militaires, ça passe par le Rwanda. Ce qui fait que ça permet que le Rwanda soit, entre autres, très armé parce qu'on lui fournit en matériel militaire, en instruction. Et le Rwanda est considéré comme étant les gendarmes, comme nous l'étions. Le Congo, c'était le pays qui était gendarme de l'Afrique. Avec Mobutu. Avec Mobutu. Bon, malheureusement, avec Mobutu, il n'avait pas besoin d'aller prendre des richesses des autres. Maintenant, Kagame, lui, profitant de sa position, de son pays, et stratégiquement par rapport aux Occidentaux qui lui ont peut-être, pas peut-être, mais beaucoup plus naïvement fait confiance, Kagame maintenant en a profité, il a besoin du Congo. Et en même temps, nous savons que les sanctions, oui, on acclame les sanctions, mais on n'a pas vu un pays qui a, face à sa belligérance, qui s'est plié par rapport aux sanctions. L'apartheid, ça a pris autant d'années, il y avait toujours des sanctions. Je n'ai pas au monde l'exemple d'un pays qui a eu à dire que je me retire du territoire des nôtres puisqu'il y a des sanctions. Je crois que les sanctions, oui, mais je ne pense pas que les sanctions puissent faire fléchir M. Kagame.
il faut passer à une vitesse beaucoup plus, à un degré beaucoup plus supérieur. Alors, c'est là où se pose le problème. Parce que lorsque vous parlez d'un degré beaucoup plus supérieur, je ne sais pas, vous faites allusion à quoi? Les Congolais aujourd'hui, d'ailleurs pour la plupart qui nous suivent dans la cité, pensent que l'option militaire que vous avez élaguée serait la meilleure pour mettre fin à cette crise qui dure depuis 3 décennies. Mais écoutez, je n'ai pas élagué ça. Mais on ne dirige pas le pays par rapport à l'opinion de la rue. On dirige un pays par rapport pas à l'émotion. Et d'ailleurs, souvent, quand on est homme d'État, on est incompris par l'opinion. Nous comprenons la position de notre peuple qui demande à son chef de pouvoir engager la guerre contre le Rwanda. Mais il faut retenir que le Rwanda, c'est depuis pratiquement vers des années 90, quand il y a eu le changement en Afrique avec des conférences nationales, le Rwanda a commencé à préparer la guerre depuis et a finalement finir par accéder au pouvoir avec Kagame. Et donc, vous avez compris, on a parlé de l'opération turquoise. Donc, le Rwanda, c'est depuis 1994 pour que Kagame accède au pouvoir. Et depuis, on savait très bien que la destination finale, c'était le Congo. On a fait la guerre à Mosé Laurent Kabila, avec des mêmes marionnettes que vous me citez, qui étaient dans les rires. C'est des gommes. Ce n'est pas la première fois d'être en rébellion. Et ils savent que leur mode d'accès au pouvoir, c'est la rébellion. Donc, voilà. Quand on parle de dialogue aujourd'hui, on dit non. Pourquoi? Parce que, en contrepartie des dialogues, c'est quoi? Qu'est-ce que nous allons offrir au Rwanda en contrepartie? Et pourquoi le Rwanda nous fait la guerre? Je crois que il n'y a pas de réponse. Alors là c'est votre point de vue, parce que aujourd'hui, la position de la RDC est connue. Il faut dialoguer, mais directement avec le Rwanda, pas avec ses supplétifs du M23. Alors, je place cette précision pour un peu reculer. L'option de la guerre, ce n'est pas la population de manière générale qui le demande, mais cela fait suite aux déclarations du chef de l'État, qui a, en son temps, évoqué le fait qu'à la moindre escarmouche, il réunirait les deux chambres du Parlement et déclarerait la guerre. Alors, selon votre analyse aujourd'hui, qu'est-ce qui bloquerait cette démarche du président de la République? Bon, écoutez, moi je ne suis pas à la place du président de la République, mais ce que je vais dire, c'est que quand vous avez dit que je suis en contre-vent de l'option militaire, de la position gouvernementale, non. Non, oui. Le président de la République a dit clairement qu'il entend rencontrer celui qui est notre ennemi, qui est connu de tous aujourd'hui, c'est monsieur le président du Rwanda, oui, pour lui demander pourquoi il nous fait cette guerre injuste depuis 30 ans. Sur cette question-là, je suis d'accord avec le président de la République pour que, de manière officielle, que Rwanda dise pourquoi il nous fait la guerre. Ce qui rencontre, c'est que déjà le fait Étienne Tshisekedi avait déjà dit que si ils ont une facture à nous réclamer, qu'ils nous la fassent. Et ça, Étienne Tshisekedi l'a dit dès l'entrée de l'AFDEL. Et il l'a dit à son frère Kabila. Donc, je crois que c'est ça, tout le monde est d'accord. On s'interroge aujourd'hui. Pourquoi cette guerre injuste? Mais nous savons les causes de la guerre injuste. On sait que c'est par rapport à nos minéraux, donc la richesse du Congo, et par rapport à la recherche de l'espace vital pour le Rwanda. Cela est injuste. Mais maintenant, donc je suis dans la logique de discussion pays à pays, oui, pour une solution. Maintenant, ce que vous appelez les M23, ça sont des marionnettes du Rwanda. Et donc, il vaut mieux traiter et discuter avec les donneurs d'ordre. Il n'est même plus donneur d'ordre parce qu'il est passé à l'action. Tout le monde sait que dans la chute de Goma, il y a l'armée rwandaise qui n'a plus eu à porter les masques parce que sinon Goma ne serait pas tombé. Voyez-vous. Donc, on est sur ce point-là de dire, oui, M. Kagame doit
pouvoir dire un jour pourquoi il fait la guerre injuste. Voilà. Maintenant, d'un côté, de l'autre, Oui. quand vous me parlez maintenant 2023 sont des exécutants, donc on n'a pas à discuter avec eux. Maintenant, vous dites leur relais au pays qui sont des hommes en soutane et en costume qui, eux, ne se gênent pas de pouvoir constater que ce sont leurs frères et sœurs qui sont tués à l'est, à Goma. Alors, pour leur soif du pouvoir, ils sont prêts de prendre du sang des Congolais comme du lait. Ils s'enivrent. Voilà, c'est ça. Alors, moi, j'aimerais un peu, en fait, apporter une précision. Je ramène vers vous les interrogations de la population congolaise qui nous suit certainement en ce moment. En pareille circonstance, sur d'autres cieux, les acteurs politiques, la classe politique s'est réunie autour du président de la République. Mais par rapport à l'histoire politique récente de notre pays, encore quoi, il faudrait favoriser ce climat de cohésion nationale. Cette lueur d'espoir naissait lorsque le président de la République a rencontré les évêques catholiques que vous traitez de politiciens en soutane. La classe politique aujourd'hui était prête à se mettre ensemble autour du chef de l'État pour réfléchir. Je veux finir ma question, permettez-moi. Et du coup, le porte-parole du gouvernement qui déclare que c'est une initiative des églises et ils n'ont pas été mandatés par le chef de l'État. Après, nous avons au cadre de l'UDPS, Peter Kazadi, pour ne pas le citer, qui déclare clairement que l'Église est complice de nos ennemis et qu'il en disposerait des preuves audibles. Dans cette situation, vous pensez que la cohésion nationale serait favorisée, enfin, de mettre les Congolais sur une table et combattre l'agresseur? Mais écoutez, vous parlez de la cohésion nationale. En temps de guerre, la cohésion nationale n'a pas à être favorisée. C'est décrète automatiquement. C'est ça. Dans toutes les nations, dans tous les pays, aussi loin qu'irait dans le passé ma mémoire, quand il y a une agression, une guerre qui est faite à la nation, tous, comme un seul homme, derrière le chef de l'État, pour pouvoir résister. Donc c'est la résistance. Maintenant, quand on parle de la résistance, cette résistance doit s'organiser. Ce à quoi nous devons nous occuper aujourd'hui, c'est l'organisation de la résistance. Et quand vous me dites, vous, Maître Oscar, mais moi, je ne réfléchis pas. L'organisation de la résistance, c'est-à-dire? C'est préparer contre l'agression et contre la guerre. Là, vous parlez du peuple ou vous parlez de l'armée? Le peuple et l'armée, c'est confondu. C'est pour ça qu'on dit que pendant le temps de guerre, nous devenons un. Maintenant, celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Alors, j'aimerais un peu vous opposer une lettre qui date du 5 février 2025 de la société civile du Nord Kivu, qui exhorte clairement le gouvernement et tous les acteurs dans ces conflits de ne pas pouvoir combattre dans la ville de Bukavu sous prétexte que le FARDC ne serait pas en mesure de protéger cette ville et qu'il faudrait préserver la vie humaine. Vous qualifierez cela de traître, de complice ou de personnes averties qui anticipent les événements? Non, mais écoutez, moi je ne suis pas là pour qualifier les uns les autres. Mais tout simplement, ça ne répond à aucune logique. Donc c'est comme on aurait dit à l'Ukraine, puisque la Russie est très forte, quand la Russie entre dans un village, qu'on lui apporte des roses. Vous savez, sous Hitler, il y a ce qu'on appelait la guerre des roses. Donc quand il arrive vers Autriche et consort, on amenait des roses. Donc je ne pense pas que c'est digne pour les compatriotes. Le patriotisme exige
n'est-ce pas, de se battre jusqu'au sacrifice suprême pour sauver la nation. Donc on ne peut pas envoyer dans notre peuple un message pour dire que alignez-vous, courbez-vous et que Rwanda vienne prendre alors tout notre pays. Je ne vois pas la logique. Je ne vois pas non plus la logique. Alors, excusez-moi, il y avait peu de temps, nous étions sur un débat de changement constitutionnel et j'ai beaucoup plus personnellement animé. Oui, exactement. Certains vous qualifient de père de la 4e République. S'il faudrait en parler. Aujourd'hui, vos adversaires politiques se réjouissent un peu du silence que vous apportez sur ces débats. Visiblement, ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo, notamment dans la province du Nord Kivu, vous a secoué. On ne parle plus du changement de la Constitution. C'est de ça que vous voulez parler? Non, c'est le bon sens, c'est la logique qu'on ne puisse pas parler de Constitution maintenant. Parce que la guerre, ça prend tout en état, donc ça suspend le tout. Et il n'y a que la résistance qui doit être le mot d'ordre. Oui. Je ne voulais pas parler de ça. Et avancez. Je voulais parler de ceci, de la logique. Oui. Il y a peu, quand on parlait de changement de la Constitution, des hommes, des politiciens en veste et en soutane étaient contre le changement de la Constitution. Alors, aujourd'hui, la Constitution à laquelle il semble être très attaché interdit l'accès au pouvoir par les armes. Et qui aime la Constitution. Pourquoi aujourd'hui il ne condamne pas l'agression, la rébellion? Parce que c'est un mode d'accès au pouvoir. Voyez-vous? Je peux vous aider à réfléchir ensemble sur cette question, parce que dans les revendications des agresseurs, que d'ailleurs nous condamnons fermement, que nous qualifions d'ailleurs de marionnettes de Rwanda, pour eux, ils estiment appliquer l'article 64 dans son alinéa A ou 1, qui stipule que tout Congolais a le droit et le devoir de barrer la route à ceux qui sont capables du pouvoir par la force. Je paraphrase. Ils avancent cela comme argument pour aujourd'hui faire la guerre contre leur pays et tuer ces nombreux Congolais. Bon, alors, on va dire ceci. C'est assez inepte comme raisonnement. Autrement dit, c'est assez, pour que tout le monde comprenne très bien, c'est la folie. Pourquoi? L'article 64 qu'on brandit souvent, sauf que cet article est souvent mal lu. On dit tout Congolais ou toute Congolaise a le devoir de résister à celui qui exerce le pouvoir illégalement. Oui. Question maintenant que l'on va se poser. Monsieur Tshisekedi exerce-t-il le pouvoir illégalement? La réponse va être non, parce que c'est lui qui a publié Tshisekedi comme président sur le premier mandat, c'est M. Nanga. On est bien d'accord. C'était lui le président de CENI. Bien évidemment, bien qu'aujourd'hui il a une autre version de la situation qu'on n'aimerait pas relayer, bon, étant républicain. Est-ce que vous savez que M. Nanga est poursuivi pour détournement de l'argent de l'État congolais, de la CENI, tant en Europe qu'au Congo? Je regrette que nous n'ayons pas été suivis quand on a dit cela. Or, on le disait avec tous les sérieux possibles pour avoir été avocat de sociétés victimes du détournement de fonds par M. Nanga. Alors, donc, nos fumes étaient suivis. Je crois que la place de M. Nanga devrait être aujourd'hui en prison. Est-ce que quelqu'un qui est poursuivi pour détournement dans son pays, parce qu'il n'a jamais rendu compte de comment il a organisé la CENI? Alors,
pensez-vous que ce monsieur puisse avoir des leçons à donner pour dire qu'il va aller prendre les armes afin de revendiquer le pouvoir légitime? Donc je vous ai indiqué, le premier mandat c'était lui. Deuxième mandat, bon, c'était pas lui. Bon, maintenant, pensez-vous que M. Nanga ait, pour les Congolais, moindre leçon à donner quand il danse dans une ville où on venait de tuer ses frères et sœurs? Si les Congolais encore, parce que le fait d'être Congolais, ce n'est pas d'être sociologiquement Congolais, mais c'est d'avoir le cœur congolais. Est-ce qu'a-t-il encore un cœur congolais quand il entre au stade en train de danser dans une ville où on vous a parlé de combien de morts? 2009, 3000 morts pratiquement. 3000 morts pratiquement. Ouais. Ça, c'est ce qu'on a décompté. Et lui chante et danse. Vous comprenez? Donc, je suis en train de vous poser la question, enfin, à laquelle je m'interroge. Oui. Il est clairement dit dans notre Constitution que est prohibé tout mode d'accès au pouvoir par de voie illégale, donc par la force. Vous me parlez maintenant des dialogues. Est-ce que les gens qui vont engager le dialogue vont exiger d'accéder au gouvernement qu'on va appeler l'Union nationale? Non, mais en fait, d'ailleurs, il y a eu une polémique, excusez-moi de vous relancer, il y a eu une polémique concernant ces dialogues depuis ce que je qualifierais, ce que d'aucuns d'ailleurs qualifieraient comme des aveux du gouvernement par rapport à cette démarche de père de l'Église. Le FCC de Joseph Kabila exige comme préalable avant tout dialogue la démission de Félix Tshisekedi. J'aimerais que vous puissiez réagir et puis nous allons replonger sur les solutions. Mais écoutez, c'est pour ça que je dis que voilà, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Hein. On va dire que celui qui l'avait dit n'avait pas non plus d'éthique. C'était Abdoulaye Wade qui est arrivé au Congo, qui a constaté que les politiciens congolais manquaient d'éthique. Donc, c'est un rapport avec la demande du FCC? Mais ce manque d'éthique. Vous avez un pays qui est en train de disparaître et vous chantez allègrement l'hymne national. Nous l'écrirons à nos enfants un pays plus beau. Mais si aujourd'hui on ne combat pas et que l'on accepte de nous mettre sous tutelle de Rwanda, comment pourrions-nous accomplir les devoirs que nous imposent nos pères de l'indépendance et notre hymne national que l'on chante matin, midi, soir, que nous l'écrirons un jour à nos enfants un pays aussi beau et plus beau? Est-ce que le Congo sera-t-il demain plus beau sans Goma? Je ne vois pas le Congo sans Goma. Je ne vois pas le Congo amputé d'une partie de son territoire. Mais ceux-là, je ne vois pas non plus le Congo sous tutelle du Rwanda. Je ne vois plus le Congo vidé de toutes ses richesses minières. Une fois que l'on a dit ça, sous les régimes de M. Kabila, 18 ans, c'est ce qu'a été le Congo. Et quand vous parlez de M. Kabila, vous parlez de FCC. Sous FCC, c'est ce que ça a été le Congo. Et quand vous parlez de M23, de toutes ces rébellions, ce sont des rébellions qui existaient et qui ont toujours existé et qui étaient mis en suspense. Mais non, suspense. Même le président de la République a dit le M23 était de fait. Était de fait. Qu'il avait de fait? Ben, c'était à l'époque de Joseph Kabila, même si je ne dois pas répondre à vos questions. Il est clair que ces mouvements rebelles a été de fait. On ne devrait pas aujourd'hui réfléchir sur... oui. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire simplement, clairement. Je ne le dirai jamais assez. Il faut qu'on arrête certaines réflexions assez savantes. Parce que les Congolais... Vous vous opposez au fait que la M23 a été défait?
Écoutez, vous avez eu M23 dans toutes ces figures. Nous savons que toutes ces groupuscules de rébellion qui nous envahissent répondent à un seul intérêt, être les relais du Rwanda pour continuer à dire que les Congolais se font la guerre, alors que nous n'avions jamais connu la guerre, et du moins depuis que Mobutu a pacifié le pays. Les poisons dont on parle aujourd'hui, des tueries, des rébellions, ça c'est l'apport du Rwanda avec l'arrivée de la FDL. Et les gens que vous me citez qui sont en train de renégocier aujourd'hui, vous me parlez de pères de l'Église, c'est parce que bon, on est sur le mental décolonisé. Les mêmes pères de l'Église existent depuis 30 ans, avec la conférence souveraine, on va dire depuis plus de 30 ans, avec la conférence souveraine. Ils ont estimé que les politiciens n'étaient pas dignes de confiance. Il fallait créer ce que l'on a appelé CENI aujourd'hui. Eux-mêmes ne se sont pas mis d'accord. Vous avez suivi les conflits qu'il y avait eu entre les catholiques, les protestants et les autres églises dites de réveil, dont est sorti, n'est-ce pas, M. Kadima comme étant l'élu pour gérer les élections, avec des Dodo Kamba et consorts. J'ai rencontré personnellement dans son bureau M. Cholet, et il est en train de vous dire qu'il avait des enregistrements des autres quand il est en train de dénoncer. Il n'a jamais sorti ces enregistrements. Le même Cholet vous avait dit que les élections c'était pas bien parce qu'il y avait de 40 000 smartphones. Il n'en a jamais sorti. Donc de la bouche, je ne sais pas pourquoi catholique fait de ces messieurs porte-parole. De sa bouche, il n'y aura jamais une quelconque vérité pouvant être au service de la nation. Maintenant, comme on est colonisé mentalement, on va, Dieu le Père, on s'agenouille pour nous coloniser. C'est quelqu'un qui va vous dire matin, midi, soir, des choses. Alors, je ne sais pas comment il est arrivé d'abord, comment il est arrivé à Goma, il a emprunté quelle voie, qui l'a mandaté. Bah, je crois qu'il devait avoir honte et que quand on représente une grande église comme l'église catholique, dans laquelle l'on est né, je crois que ce monsieur, il prêche pour sa propre église, mais il devait avoir honte d'être en soutane pour représenter une si grande église. Voilà. Alors, je me permets de vous poser cette question. Alors, ouais. Parce que le temps nous a imparti tous à sa fin, nous sommes à la télévision, que vous le vouliez ou non, Cholet, Bokundoa et les autres ont rencontré Corneille Nangaa. Quel sort réservé à ces gens? Ce sont les traîtres de la nation. M. Nangaa, c'est un traître de la nation. Maintenant, il a pris goût parce que on ne sera pas deux fois Mosé Laurent Désiré Kabila. Oui, mais je parle plutôt de pères des églises qui ont rencontré Nangaa à Goma. Quels sont réservés à ces gens? Ben, qui mangent avec les diables. Sauf s'ils disent qu'ils ont de longues fourchettes. Maintenant, s'ils ont de longues fourchettes, ce que les Congolais peuvent demander, c'est qu'ils utilisent de ces fourchettes-là, non pas pour manger avec Nangaa, mais pour lui demander de revenir à la raison. Mais est-ce que Nangaa peut-il encore revenir à la raison? Juridiquement, vous pensez que les évêques qui ont rencontré Nangaa devraient être interpellés à leur arrivée à Kinshasa? C'est la collaboration avec l'ennemi, c'est punissable. Maintenant, nous n'allons pas réfléchir avec des calculs, de dire oui, un jour Nangaa sera au pouvoir, oui, M23. Voilà les calculs que l'on est en train de faire au Congo. M23 pourra avancer, mais vous avez sur les chefs de l'État courageux, en train de vous dire, nous devons nous battre jusqu'au sacrifice suprême. Cela passe par quoi?
Cela passe et c'est notre temps doit être consacré à cela et non pas poursuivre ce que M. Nanga peut dire matin, midi, soir. Il est dans la gloriole, il est dans la joie. Vous savez, quand on est face aux gens qui t'acclament de force, d'ailleurs sans vouloir être volontaire, vous savez que ce sont des gens qui sont allés sous contrainte, il est omnibulé par le pouvoir, il est perdu, il est dans la folie, il est dans l'aveuglement. Mais une seule chose qui est sûre est qu'un jour, l'histoire le jugera, ce n'est pas à nous de le juger. La vraie question est la simple, est-ce que pouvons-nous, en droit on dit le mobile ne justifie pas l'acte, est-ce qu'il y a vraiment une raison de prendre les armes contre ses frères et sœurs? Est-ce que s'il y a le serpent dans la maison, et on vous dit alors, ce serpent-là, il faut mettre le feu à la maison pour brûler le serpent parce qu'il va faire les dégâts. Vous allez mettre feu à la maison? Alors c'est une question. Donc, Maître Oscar Moubiaï, je rappelle que vous êtes coordonnateur de l'ONG État de droit en marche. Nous tendons sûrement, lentement mais sûrement vers la fin de ce programme. Nous déplorons aujourd'hui, d'ailleurs, dans la ville de Goma, l'assassinat de l'artiste révolutionnaire Délicat Idinko, qui a été assassiné, abattu par ces rebelles du M23. Et une situation triste, nous présentons nos condoléances à sa famille. J'aimerais que vous puissiez chuter en répondant à notre thématique aujourd'hui. C'est d'ailleurs votre dernière prise de parole. Quelle solution aujourd'hui, ou quelle voie aujourd'hui pour la paix dans l'Est de la RDC? Est-ce la diplomatie, le dialogue que vous avez fustigé tout au long de cette émission, ou l'option militaire? bien, écoutez, d'abord, je m'associe à votre voix pour présenter également mes condoléances à ces dignes fils du pays qui est tombé sous les coups des bas des barbares. Et ils sont partout. Mais ils ne vont pas tous nous tuer. Comprenez-vous? Donc, ils veulent éteindre le Congo, mais on ne saura jamais vaincre tout un peuple. Et il faudra, alors quelle est la solution? C'est que nous soyons unis, mobilisés, et que nous puissions, première réponse, résister. Parce que nous n'avons pas fait la guerre au Rwanda. Le Rwanda nous fait la guerre et nous ne pouvons avoir comme réaction que la résistance. Et cette résistance ne doit pas passer par que des discours. Et nous devons appuyer nos phares d'essai. Cela exige énormément de moyens et de ressources. Et c'est pour cela que j'ai eu à être appelé par des associations, et par ma secrétaire générale en France, qui m'a indiqué qu'il y a plusieurs associations qui s'organisent pour dire, lancer la campagne 1 euro pour sauver le Congo. Nous sommes 11 millions de Congolais presque. C'est pour ça qu'on appelle la diaspora la 22e région. Province. Aux provinces. Bon, moi j'aime bien l'ancien. Vous savez, les provincettes qui ont été découpées, je suis contre ça. Bon. C'est un autre débat. Un débat sur la décentralisation. C'est un débat. Oui, ils étaient en train de chuter. Oui. Donc, il y a un fonds qui a été créé avec la loi de programmation militaire. Et ce fonds, ça s'appelle FSD, Fonds de soutien pour le développement. Et donc, on peut recevoir les dons qui viendront des individus. C'est pour ça que nous demandons à nos compatriotes vivant à l'étranger 1 euro en Europe, c'est rien, mais 1 euro, ça peut sauver les pays. De se mobiliser comme ils sont en train de le faire et nous canaliserons cet argent vers les fonds prévus et un compte prévu par la structure de l'armée qu'on appelle FSD, ça existe. Et à côté de ça, toute notre jeunesse, c'est pour ça qu'il faudra que l'on pense, quand la paix sera revenue, à faire de l'obligation pour
tout jeune qui arrive au diplôme d'État de faire une formation militaire. Nous sommes un pays qui doit, comme l'Algérie, beaucoup d'autres pays, à ce que nos jeunes passent obligatoirement, c'est un devoir citoyen, une formation militaire. Et enfin, donc ils peuvent maintenant se mobiliser pour combattre. Et enfin, nous en appelons, j'ai pris beaucoup de contacts avec une structure des ex-phases, parce que vous savez, le Congo a eu quand même des militaires. Les ex-phases, vous parlez des anciens combattants. Ouais. Nous avons eu quand même une armée forte ici. Oui. Cette armée était faite des hommes et des femmes. Certains qui ont pris l'âge et qui vivent encore. Ils peuvent être une source pour former, encadrer, et ceux qui se sentent encore forts, pourquoi pas être recrutés pour soutenir les fonds. Donc aujourd'hui, moi je trouve que les débats ne doivent pas être comme on l'entend midi et soir, sur des réflexions à mon avis vaines et oiseuses. Les réflexions doivent être comment nous pouvons résister contre l'ennemi. Quand on a parlé de la résistance, cela est antipathique avec les dialogues. Et les dialogues, c'est une vieille recette d'il y a 30 ans. Ça n'a jamais résolu le problème parce que, allez-y vous-même, comptez des dialogues que nous avons connus. Une fois qu'on a compris que nous devons nous mobiliser comme un seul homme derrière le chef de l'État pour sauver notre patrie, j'en appelle aux mécaniciens d'utiliser son intelligence pour accompagner nos phares d'essai, aux journalistes que vous êtes. Malheureusement, nous avons des journalistes dits d'investigation, mais on ne les voit jamais au front. Les avocats surtout, nous devons dès maintenant commencer à récolter des données pour que demain, ces actes de barbarie ne restent pas impunis. Donc on a parlé de crimes de guerre, de génocides, de tout ce que vous voulez. Tout ça, nous devons examiner pour que, enfin, ces gens répondent de leurs actes barbares. Alors, merci beaucoup, maître Oscar Mobiaï. Vous êtes avocat au barreau de Lille, en France. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Je rentre très rapidement maintenant pour pouvoir aller mobiliser nos confrères sur un front judiciaire sur les actions que nous devons mener contre les barbares qui violent, qui tuent impunément. Merci beaucoup. Alors, vous étiez nombreux à nous suivre à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, mais aussi en dehors de la RDC, grâce à notre portail YouTube et à nos différents bouquets. Merci de votre fidélité à la chaîne de l'unité nationale. Un gros coucou à ceux qui nous suivent depuis CPA, Pompage, à Ngiri et partout en République démocratique du Congo. Je vous retrouverai certainement très prochainement et ça sera avec le même plaisir.